Euh, Aujourd'hui, ça fait 18 ans que je fais ce métier de coach, d'enseignant et de superviseur. Et je dirais que ma spécificité, c'est celle d'être un amoureux de la théorie appliquée. Et donc, je me caractériserais comme une personne qui essaye de faire des liens, aussi bien entre le management, la psychologie, la spiritualité, ou des cadres comme l'analyse transactionnelle, la théorie organisationnelle de Berne, ou encore la programmation neurolinguistique, l'approche narrative, enfin voilà. Je suis absolument passionné de mettre en lien toutes ces approches, tous ces paradigmes, pour montrer que l'homme est un mystère, il n'est pas une énigme, et donc on n'a jamais fini d'interroger le sens qu'il donne à son existence. Et donc une de mes passions, je dirais, c'est quels sont les protocoles et les conditions qu'on peut créer dans la relation précisément pour que la personne témoigne du sens qu'elle donne à son existence et quelle orientation elle donne à sa vie. Très tôt, la question de la spiritualité et la question de la psychologie m'ont particulièrement intéressé. J'ai suivi des études qui m'ont amené à faire du commerce et puis un troisième cycle aux États-Unis, un MBA. Et j'ai suivi cette formation plutôt par absence de vocation que par véritable choix. Et puis autour de l'âge de 36 ans, ce qui m'a semblé particulièrement intéressant, c'est justement de réunifier ma propre existence, assumer bien sûr mon enfance, assumer les choix que j'avais faits professionnellement. Et c'est à 36 ans que j'ai rencontré en fait le métier de coaching, qui pour moi était une façon laïque d'aborder la question de l'orientation et de l'évolution que chacun traverse. Et donc le coaching est pour moi un métier qui peut aussi bien traiter de la vie professionnelle, de la posture managériale, mais aussi avec des racines qui sont propres à l'économie, ou encore tout le mystère de l'humain, à savoir sa psychologie, sa dimension spirituelle et la façon dont il se projette. Et donc pour moi, ce métier fait une synthèse, ou incarne une synthèse, qui, par définition, m'intéressait, hein, avec vraiment une dynamique d'unification et de double développement, le développement personnel qui a un fort impact sur la vie professionnelle, et le développement professionnel qui lui-même permet à la personne de se développer personnellement. Et donc, à partir de 2006, j'ai développé un institut de recherche, précisément pour faire ces maillages-là. Pour moi, il y a deux axes à travailler, ou deux finalités après lesquelles on peut chercher à s'engager. La première, c'est le rayonnement. Le rayonnement est le résultat opérationnel finalement du développement personnel. Alors que le résultat du développement professionnel, on peut parler d'excellence. Et donc, qu'est-ce qui en nous est vraiment unique? Quelle est notre excellence opératoire qui fait qu'il n'y a pas de concurrence, chacun étant véritablement aligné entre sa dimension personnelle et sa dimension professionnelle. J'ai donc créé l'Institut Mayotis qui a pour vocation de permettre, en les combinant, ces deux développements. En 18 ans, oui, le métier a beaucoup changé. D'abord, il s'est beaucoup plus structuré. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul DRH qui ne sache pas parler du coaching, alors qu'il y a 18 ans, les DRH étaient plus dans l'expectative, attendaient finalement des coachs qu'ils faisaient venir dans leur bureau, un travail de structuration pour qu'ils soient au clair. Aujourd'hui, le métier aussi est beaucoup en train de changer du fait de la technologie. C'est-à-dire une digitalisation très forte du lien avec les clients, du lien avec les grandes entreprises. Et du coup, le coach se doit d'être à même lui-même de prendre en considération ces relations vraiment spécifiques. Et du coup, paradoxalement, la relation 1 à 1 ou 1 à plusieurs devient un lieu de réapprentissage, puisque moi je le vois même avec mes enfants, ils sont très très habitués à avoir une relation qui est digitalisée, et reposer les bases d'une relation saine, que ce soit en termes d'inclusion, que ce soit en termes d'ouverture, pour reprendre le cadre de référence de l'élément humain, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut réapprendre. Et donc, le coach a vraiment un rôle extrêmement important pour réinoculer les bases d'une relation saine, avec un regard extrêmement bienveillant sur l'être humain.
Et donc c'est ça sa spécificité. Dans un monde hyper digitalisé, il a besoin d'être lui-même au courant de ces tendances lourdes, mais de pouvoir incarner en fait la spécificité de la relation et les bonnes conditions d'établir un lien d'alliance, de prince à prince, c'est-à-dire un lien qui est fondé à la fois sur le désir, sur le plaisir d'être ensemble, sur les ressources, sur les besoins, sur la créativité, sur la nature même de la relation. Voilà, c'est faire cette alliance très profonde et je pense qu'il a un rôle extrêmement important, d'autant que parfois il est très investi, peut-être de façon excessive, comme étant celui qui va indiquer la direction à prendre, alors qu'il est souvent à côté pour justement éclairer par son questionnement la façon dont la personne entrevoit le réel, construit sa réalité et oriente son existence. Aujourd'hui, on pourrait dire que le burn-out est aussi une problématique sociologique qui est la maladie de l'autonomie à tout craint. C'est-à-dire qu'il y a une tendance très lourde où il faudrait qu'on soit le totem de nous-mêmes, on soit formidable, on soit un héros. Et j'allais dire, cette tendance lourde nous empêche d'être médiocres, nous empêche de tomber. Or, force est de constater que le propre du burn-out, c'est que c'est une maladie de l'hyperpression intérieure qui amène les personnes à se couper de la relation. Or, nous sommes fondamentalement des êtres de relation. Et du coup, la métanoïa ou la métamorphose exige qu'elle soit accompagnée. Pas accompagnée dans l'idée que l'autre ne serait pas capable de se transformer, puisque de toute façon, c'est ontologique la transformation. Mais le fait de se transformer avec un lien privilégié est ici quelque chose d'essentiel et qui va permettre à la personne de continuer à se recevoir de quelqu'un et de poursuivre sa quête de « et finalement, quelle est mon excellence ?» Comment je m'affirme dans ma spécificité. Donc il y a une réalité individuelle et il y a une réalité de la relation, plus qu'une réalité collective. Bien sûr, il y a une réalité collective, mais je veux vraiment appuyer sur la notion de relation. Et je pense que l'éloge de la métamorphose, c'est aussi l'admiration d'une métanoïa accompagnée. Et pour moi, c'est très important de pouvoir travailler dans ce sens-là et de me réjouir que ça devienne finalement une dimension qui intéresse les chefs d'entreprise, qui intéresse bien sûr les coachs que nous sommes ou les professionnels de l'accompagnement, mais j'allais dire tout homme de bonne volonté. C'est vraiment une des caractéristiques du XXIe siècle. Comment être religieux au sens être relié pour permettre et faciliter la transformation des acteurs que nous sommes et des contemplateurs, pour reprendre une expression de Vincent Lennart, c'est-à-dire être à la fois dans la contemplation et acteur de notre propre transformation individuelle et collective. Alors, nous n'avons pas accès à la totalité du réel. C'est-à-dire, on a un certain nombre de filtres, le filtre physiologique, on ne voit pas tout. Hein. Notre capacité à voir la lumière ne tient pas compte des ultraviolets, des infrarouges, etc. Autrement dit, notre vision, pour ne prendre que le regard, est extrêmement limitée par rapport au réel. À partir du moment où nous n'avons pas accès à tout le réel, nous construisons une réalité qui est effectivement tronquée. Et il est évident que la personne va faire ce qu'on appelle des inférences, c'est-à-dire elle va porter des jugements sur ce qu'elle observe, jugements qui vont être absolument indispensables pour s'en sortir. Si vous avez un lion devant vous qui vous fait comme la Metro-Goldwyn-Mayer, il est préférable d'anticiper qu'il a envie de vous manger tout cru, et dans ces cas-là, prendre ses jambes à son cou et courir, que de dire « mais peut-être que je vais l'interviewer pour savoir quelle est son intention ». Autrement dit, faire une inférence et poser un jugement sur ce qu'on observe nous a permis de survivre à beaucoup de dangers. Donc l'inférence est à la fois un système de survie, mais paradoxalement, l'inférence nous amène à croire que ce que nous observons est la totalité du réel. Et lorsque ces inférences deviennent des vérités pour nous, eh bien, nous ne perdons plus le temps d'aller revérifier ce qui se passe dans le réel. Nous considérons que notre réalité construite, à partir de ces inférences et de nos observations, du fait de ce filtre physiologique, ben c'est la vérité. Or, on constate que pour décrire le réel, nous allons utiliser des mots.
Et les mots relèvent de toute la sémantique, et notamment de la sémantique générale, qui est le travail autour des mots pour découvrir qu'ils structurent aussi notre réalité. Donc deuxième filtre, filtre sémantique. Et il est évident qu'il suffit de travailler dans une autre langue pour s'apercevoir que les mots sont extrêmement chargés et que si nous ne connaissons pas la culture de la langue, eh bien, il y a beaucoup de choses qui passent à côté on passe à côté de ces réalités. Et donc, deuxième filtre, filtre sémantique. Troisième filtre, filtre psychologique, autrement dit, filtre de nos croyances. Qu'est-ce qui est autorisé dans notre éducation à croire? Est-ce qu'il est autorisé d'aller à l'encontre des paradigmes ambiants de la culture d'un pays? Pas sûr. Et donc, on s'aperçoit que finalement, ce filtre psychologique qui est fait de croyances, eh bien, vont se structurer autour de 5 catégories. Les croyances qui sont dites ouvrantes, qui nous permettent de nous développer, des croyances neutres, c'est-à-dire qui n'ont pas véritablement d'incidence sur nous. Croire que demain il pleuvra ou il fera beau va avoir une incidence quand même très, très légère. Je mets un t-shirt d'un côté ou alors je prends un parapluie de l'autre. Bon, on ne peut pas dire que ça structure complètement notre vie. Et puis, troisième type de croyance, les croyances limitantes. C'est celle-là que je vais approfondir. Quatrième type de croyance, c'est les croyances qui conduisent à la maladie. On appelle ça des croyances pathogènes et qui sont directement issues des croyances limitantes. Et puis enfin, dernière catégorie que j'ajoute, moi, c'est les croyances mortifères, c'est-à-dire qui ont simplement pour vocation d'amener les personnes à tuer. Typiquement, les avions que les djihadistes ont envoyés sur les Twin Towers en 2001 reposent sur une croyance qui est mortifère, c'est-à-dire il faut tuer pour vivre. Il y a un paradoxe fondamental. Ils disent prétendre sauver la vie contre des hérétiques, donc il faut les tuer. Donc ça, ce sont des croyances mortifères. Alors revenons aux croyances limitantes. Les croyances limitantes, en fait, structurent d'une certaine manière nos interdits, nos obligations et nos permissions. Or, toute notre existence, elle est structurée par ce que j'ai appelé la boisson IOP, IOP, interdit, obligation, permission. Quel est le IOP que vous buvez? J'ai entendu à la radio hier que les boissons IOP contiennent l'équivalent de 15 sucres. Boire juste ces boissons-là, c'est finalement Sugarland. Il y a un film qui va sortir d'ici peu sur Sugarland qui nous montre en fait que nos croyances limitantes, c'est du mauvais sucre, très très souvent, parce que ça ne nous permet pas d'évoluer. Donc si les croyances limitantes structurent nos interdits, nos obligations et nos permissions, eh bien, regarder ce qui est interdit pour nous, c'est questionner d'une certaine manière nos croyances. Or, nous sommes tous pétris d'une métacroyance qui est une croyance sur nos croyances. Nous croyons que ce que nous croyons est vrai. Or, nous ne croyons pas ce qui est vrai, nous disons que c'est vrai parce que nous le croyons. Et toute l'idée de cet atelier, c'est assez rapidement de prendre conscience de ces 5 catégories de croyances, de pouvoir prendre conscience de ses propres croyances, de nommer nous-mêmes si elles sont limitantes ou pas, et en fonction de quoi. Et on va les caractériser comme limitantes en fonction de l'objectif qu'on se fixe. Et toute l'idée, c'est de dire, mais finalement, c'est quoi votre objectif? Et de regarder en quoi vos croyances vous empêchent de l'atteindre ou pas. Et ça peut être des croyances extrêmement structurantes que vous n'êtes pas prêt à remettre en cause parce que ça va toucher en fait un idéal du moi ou un moi idéalisé ou encore des images de marque familiales, etc. Donc il ne s'agit pas de remettre en cause toutes les croyances parce que nous avons des croyances qui sont très structurantes et qui nous permettent d'être debout, mais de voir celles qui sont limitantes. Et ce qui est très intéressant, c'est que dès lors qu'on travaille sur les croyances limitantes, il faut travailler sur nos valeurs. Et en fait, on découvre très profondément que les gens sont régis par un certain nombre de valeurs. C'est d'ailleurs ce que la programmation neurolinguistique explique, en disant tout comportement est le fruit d'une incarnation d'une valeur. Mais ces valeurs, si elles restent grosso modo les mêmes dans notre existence, en fait, elles ne se hiérarchisent pas de la même manière. Et il est évident que, par exemple, la valeur santé va prendre beaucoup plus d'importance après 50 ou 60 ans que quand on en a 20. Comme disait l'autre, si le matin, après 50 ans, vous vous réveillez sans avoir mal nulle part, c'est que vous êtes mort. Et donc, clairement, en fait, ce travail sur les croyances limitantes nous amène systématiquement à recréer une hiérarchie de nos valeurs et du coup à prendre conscience de nos valeurs. Il ne peut pas y avoir de transformation sans ce questionnement-là. Et même si on l'omet, la vie va nous amener
à des impasses ou à un phénomène de répétition dans lesquels nous nous trouvons. Et au bout d'un moment, on va se dire, j'ai déjà vu le film, je ne comprends pas très bien pourquoi. Et forcément, l'homme qui se questionne va se dire, mais en quoi, moi, suis-je responsable de ce phénomène de répétition? Et dès lors qu'il se pose cette question-là, il va avoir besoin d'une tierce personne pour interroger ses représentations, interroger ses croyances et réinterroger ses valeurs. Et alors, justement, au final, après cette diététique de la croyance que tu vas proposer aux personnes qui ont assisté à ton atelier, qu'est-ce que tu espères qu'ils retireront comme bénéfice de ce moment passé avec toi sur ce thème? Alors, le bénéfice, ce sera ce que chacun en tirera, puisque chacun ira dans son alcôve personnelle pour voir comment il peut travailler ses propres croyances ou comment il peut utiliser les protocoles que j'expliquerai de façon assez simple pour accompagner les personnes. Chacun y trouvera finalement ce qu'il cherche. Mais j'aime beaucoup cette notion de diététique, puisque aujourd'hui notre alimentation n'est pas toujours très équilibrée. Et que finalement, avoir une alimentation équilibrée, ça relève vraiment d'une décision, ça relève de la volonté d'être attentif. Et donc, je crois qu'au-delà du travail de remise en cause, parce que ce n'est pas toujours un travail de remise en cause, c'est un travail de vigilance. Et il y a toujours une vigilance à avoir quand on accompagne, quand on est un professionnel de l'accompagnement, la vigilance de voir en quoi la personne se freine, en quoi elle a des interdits, des obligations et des permissions qui finalement ne lui permettent pas d'atteindre ce qu'elle souhaite atteindre. Et j'ai envie de dire que très souvent, la notion de croyance limitante, voire de croyance pathogène, sont des thèmes qui sont considérés comme relevant d'un travail d'ordre thérapeutique et non pas nécessairement d'un travail de coaching. Et là, je m'inscris un peu en faux parce que pour moi, il y a deux dimensions que je résumerai par cette expression. Pendant les travaux, la vente continue. C'est-à-dire le travail sur la prise en considération de notre propre blessure, de nos propres souffrances, de nos propres incapacités à nous transformer, relève d'un travail thérapeutique où il s'agit effectivement de nettoyer la plaie et puis de l'assumer. Ça relève d'un travail effectivement thérapeutique. Mais il y a un travail aussi projectif qui est toujours présent. C'est-à-dire que même si vous avez la grippe, vous pouvez aller chez le médecin pour qu'on vous prescrive des médicaments qui vont bien pour guérir, mais très souvent, celui qui a la grippe dit « ce n'est pas grave, je vais retourner au travail » ou « je vais continuer mon travail ». C'est-à-dire qu'il y a toujours dans le cheminement une dimension de « on va vers » et une dimension « il faut que je m'arrête sur l'aire d'autoroute pour prendre soin de moi ». Nous sommes dans cette double dynamique de travail de coaching, de s'envisager et de se projeter, et de travail de thérapie qui est aussi de s'envisager dans une logique de guérison intérieure. Et on ne parlerait pas de guérison intérieure en coaching, mais pour moi, ce ne sont que des niveaux de profondeur qui sont différents, mais qui relèvent d'une sémantique différente, mais globalement, c'est toujours l'unité de la personne. Et donc, chaque niveau d'identité, pour reprendre la colonne vertébrale du sens de Vincent Lennart, nous sommes tous des personnes qui vivons dans un environnement. Eh bien, il y a une image cible au niveau de l'environnement qui est le citoyen. Est-ce que chacun peut travailler à devenir un citoyen? Au niveau organisationnel, est-ce que chacun peut devenir un responsable tuteur de sens? Est-ce qu'au niveau managérial, est-ce que chacun peut devenir un responsable ressources? Est-ce qu'au niveau professionnel, chacun peut devenir un expert? Est-ce qu'au niveau privé, chacun peut être un adultus, une personne adulte, ce que je qualifierais le bon père de famille qu'on retrouve dans les baux quand on loue une maison. On dit le locataire agira en bon père de famille avec le jardin. Voilà, c'est l'identité cible finalement personnelle. Si on prend la vertèbre psychologique, finalement l'identité cible ici, ce n'est autre que le prince. Est-ce que nous pouvons systématiquement travailler au prince ? Vers le prince, pour que celui-ci s'accomplisse. Si on monte encore d'un cran et si on aborde la question existentielle, est-ce que chacun peut être un vivant, un homme sage qui décide de choisir la vie
et donc la vie contre les scénarios mortifères ou les scénarios limitants, etc. On a vraiment cette notion au niveau existentiel. Et puis enfin, au niveau spirituel, est-ce que selon finalement les paradigmes ou les représentations du spirituel, est-ce que chacun peut être un homme accompli? Bon, chez les chrétiens, c'est un homme nouveau, et quel que soit le niveau, on s'aperçoit qu'on peut travailler justement à cette unification. Et donc, c'est la raison pour laquelle je ferai ce métier toute ma vie, soit en accompagnant, soit en étant un méditant, soit en étant un priant, soit en étant un manager, un formateur, peu importe. Toujours pour moi, la question de la métamorphose et de travailler à nettoyer sur le chemin ce qui va empêcher les gens de poursuivre leur mutation plutôt que de rester dans un mutisme du stationnement et qui va vers nulle part.